De Gaulle est un phénomène de l'édition depuis très longtemps, cette année en particulier, puisqu'il y a toute une série d'anniversaires, l'appel du 18 juin, sa naissance, sa mort. Donc toute une série de livres ont été publiés sur le général de Gaulle. Alors on a essayé quand même de faire un peu dans l'originalité et de prendre deux ouvrages très différents, qui n'ont rien à voir et qui traitent d'aspects connus ou peu connus, ou discutés en tout cas, du général de Gaulle. Henri de Velly, qui est là, De Gaulle sous le casque, aux éditions Perrin. C'est donc une présentation de la carrière militaire du général de Gaulle, de ses idées militaires. Et puis avec Henri-Christian Giraud, De Gaulle et les communistes, c'est un livre qui a été complètement rebâti avec de nouvelles archives. On connaît plein de documents qui permettent d'éclairer différemment l'histoire. Et c'est un livre un peu plus critique sur le général de Gaulle. Il était bon d'avoir un livre, deux avis un peu différents sur un personnage qui fait l'unanimité, mais qui n'a pas toujours fait, et qui est un personnage pour le moins complexe. Donc, on va commencer avec une question à vous, Henri de Velly. De Gaulle sous le casque. Alors, comment avez-vous suivi l'itinéraire militaire du général de Gaulle? Pensée et action? Ça marche. Ça marche. Eh bien, écoutez, j'ai découvert en travaillant ce livre, j'avais travaillé l'aspect militaire, les combats du général de Gaulle, et à la lecture, enfin à l'étude d'une réédition considérablement augmentée, je me suis aperçu que le char, en fait, était la grande querelle. Les chars étaient le moyen pour le général d'aborder une carrière politique, et qu'en réalité, c'est elle qui avait été son principal souci. Ça n'exclut pas qu'il se soit battu courageusement, et le général de Gaulle est le seul général qui, en fait, en 1940, a prononcé de véritables offensives. Mais on peut se demander légitimement si le but de ces combats de chars, qu'il avait, disait-il, prévus, n'était pas la manière de convaincre le président Paul Reynaud, qui était le Premier ministre à l'époque, après Daladier, d'être appelé au gouvernement. Ce qui va arriver d'ailleurs, puisqu'après les 3 offensives qu'il va mener, il sera appelé au gouvernement. Le général de Gaulle s'étant vanté, est un mot peut-être un peu fort, mais enfin ayant fait courir le bruit que ces offensives avaient été des succès, ce qui n'avait pas été de toute évidence. Alors je ne veux pas être trop long. Non, mais on va discuter après. Mais son action militaire, elle a été peut-être surexploitée avec la façon dont l'histoire ensuite s'est déroulée, mais elle était bien réelle. Elle était absolument réelle. Le général de Gaulle a prononcé 3 offensives qui, toutes les 3, ont été des échecs très lourds, mais il les a prononcées. Et ce n'est pas le fait de beaucoup de généraux en 1940 d'avoir prononcé les attaques. Il ne faut pas m'accuser d'antigaullisme, ce que certains esprits superficiels font. Le général de Gaulle a été le promoteur des chars, même si nous avions à l'époque, je dis nous, l'état-major de manière générale, avions 10 ans de retard sur les Allemands, car nous imaginions encore en 1940 qu'une division cuirassée, ce qui est au cœur de ce livre, est une masse de chars. Non, une division cuirassée n'est pas une masse de chars. Les Allemands, qui avaient 10 ans d'avance sur nous, ont démontré par ce succès éclatant en Pologne, puis en France et au début en Russie, qu'une division cuirassée, je ne voudrais pas être trop technique, mais il y a un noyau de chars, mais autour, il y a tout un ensemble d'unités qui sont de l'artillerie, qui sont de l'infanterie, qui sont de la maintenance, qui sont du ravitaillement, qui sont un appui aérien. Tout ça étant lié par une transmission qui permet à tous ces gens-là, qui sont d'origine très diverse au point de vue de tradition militaire, de fonctionner parfaitement ensemble. Alors que pour nous, on pensait qu'il suffisait d'accumuler des chars et que ça irait bien comme ça. Et nous avions autant de chars que les Allemands en 1940. C'est une chose que l'on connaît maintenant bien, mais il est certain qu'à aucun moment et à aucun endroit, nous n'avons remporté le moindre succès. Et nous avons attaqué avec beaucoup de chars des divisions d'infanterie allemande et nous n'avons pas pu percer. Nous avions 10 ans de retard. Je crois que c'est ce qu'on peut dire de façon synthétique. Est-ce qu'on peut dire donc que la débâcle, puisque débâcle il va y avoir, a porté un coup d'arrêt aux espérances de De Gaulle de faire carrière politique en se servant d'arguments militaires? Non, pas du tout. Excusez-moi, mais pas du tout. Le général de Gaulle avait en tête la perspective de faire une carrière d'homme d'État. Ça paraît absolument évident.
dès la publication de l'armée de métier, où cet officier de chasseur, qui est un fantassin, tout d'un coup se met en relation avec la presse, les hommes politiques, les députés, et apparaît au grand jour. En faisant ça, il franchit le Rubicon. Il sort de son rôle d'officier pour aborder une carrière d'homme d'État, une carrière d'homme public. Il est le seul militaire qui fasse ça. Ça a beaucoup choqué d'ailleurs son milieu. Ensuite, je crois que le général de Gaulle a eu très tôt, très très tôt, la conviction que nous avions perdu la guerre. Il s'est battu parce qu'il fallait bien se battre et se battre bien, mais il était convaincu très tôt qu'il allait perdre la guerre. Dans ce livre, dans lequel je rapporte beaucoup de témoignages, car j'ai eu la chance de pouvoir interviewer les officiers de son état-major et beaucoup de ses collaborateurs à l'époque. Le général de Gaulle a pensé, dès avant d'arriver au gouvernement, en quittant la Somme, que en fait c'était fini. Et que le excusez-moi, vous pouvez juste rapprocher un peu le micro. Non, pardon. Voilà. Excusez-moi. Oui, dès avant la fin des combats sur la Somme, le général de Gaulle sait que c'est perdu. Il s'est confié à un de ses officiers qui me l'a dit. C'est comme ça que je peux avancer avec certitude cette conviction. Il savait que ça allait être perdu. Excusez-moi, mettez le micro sur le menton. Parlez dedans. Voilà, comme là, ça n'est pas assourdissant? Non, c'est bon, c'est pour l'enregistrement. Oui, je vous cite ça parce que c'est une anecdote quand même intéressante. Le général de Gaulle, avant de quitter le commandement de sa division et d'être appelé au sous-secrétariat d'État à la guerre, invite un de ses officiers à la fin d'un repas à marcher avec lui dans le parc du château où il se trouve et il lui dit voilà ce qui va se passer. Et le général de Gaulle lui dit voilà ce qui va se passer. Nous allons demander l'armistice, les Anglais vont nous laisser tomber et ça sera l'effondrement. Un autre détail que je vous donne, c'est un détail, mais je trouve très significatif. Il y avait dans sa division un jeune engagé volontaire qui était le fils d'origine très modeste d'un ouvrier agricole. Ce garçon, qui avait été, de façon des études tout à fait primaires, s'était engagé en 1939 pour la durée de la guerre et il est devenu pilote de char dans la division de Gaulle. Je passe sur les combats qu'il a menés, qui étaient très courageux, mais une fois qu'il s'est retiré de la ligne de front, il a écrit une lettre à son père, qui était une lettre écrite de façon très simple, avec, vous savez, des lettres à l'anglaise qu'on apprenait à l'école primaire à l'époque, et il écrit à son père, et à la fin, il finit son propos par « Vive la France libre ». Et là, nous sommes le 5 juin 1940, c'est-à-dire 15 jours avant l'appel. Or, ce fils d'ouvrier agricole dit à son père, il va faire une belle carrière par la suite, il deviendra lieutenant-colonel. Et il dit, mais quand j'ai retrouvé cette lettre que j'avais envoyée à mon père le 5 juin, le jour où le général de Gaulle nous a passé en revue avant de partir, c'est pas moi qui ai pu inventer de dire la France libre, je l'ai entendu. Et donc c'est un signe quand même assez troublant. Et je pense que de Gaulle donc savait à ce moment-là. Et quand il va être sous-secrétaire d'État à la guerre, ça va durer 12 jours, c'est extrêmement court, il va rencontrer Churchill. Et Churchill va noter, remarquer cet officier déterminé à continuer la guerre. Il le dit de retour à Londres, ça a été noté dans les mémoires de l'époque, et de Gaulle perçoit à ce moment-là qu'il faut prendre position contre le gouvernement qui va demander l'armistice et prôner la résistance extérieure. Je ne voudrais pas m'étendre sur ce sujet qui est un sujet un peu différent puisqu'on va passer de l'état de l'officier de char à l'état de chef d'État et de chef d'État, d'homme politique. D'ailleurs, vous parlez de Gaulle sous le casque. Bon, toute la période, il va devenir donc le représentant de la France libre. On connaît l'histoire. Il n'a jamais envisagé, par exemple, de reprendre les armes sur le terrain dans une partie du territoire de l'Empire qui se serait rallié à lui. Eh bien, écoutez, non. Non, de Gaulle était un homme politique. Il avait fait la guerre courageusement, ne nions pas. Mais à partir du moment, et il le dit aux Anglais, à partir du moment où il est à Londres, il considère que gagner la guerre, c'est une évidence, ça va arriver, parce que l'Amérique, forcément un jour, va basculer du côté des démocraties, mais jamais la France ne pourra remonter une armée. Donc la guerre, c'est l'affaire des Alliés, c'est l'affaire des Russes, c'est l'affaire des Américains, des Anglais. Et lui, il a un rôle politique à jouer. Ce rôle politique consiste à s'opposer à Vichy et
Vichy, première manière, Vichy 1940, je ne parle pas de Vichy 1943, à s'opposer à Vichy et à incarner la résistance. Son objectif est nettement politique à partir de là. Et il a laissé bien sûr ses capitaines qui sont brillants, qui sont Koenig, qui sont Leclerc, qui sera Delattre. Il les laisse faire la guerre, mais il ne les dirige pas. Il ne les dirige pas. De Gaulle n'est plus un militaire, il ne fait plus la guerre. Il rétablit l'image d'une France qui s'est effondrée. Alors, pour faire ce livre, il y a énormément de références. Vous avez travaillé comment? Dans quelles archives vous avez découvert vos découvertes? Eh bien, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance. D'une part, le sujet m'avait intéressé parce qu'il trouve que je connaissais l'endroit où tout ça s'est passé. Je ne voudrais pas être trop long, mais il y a eu devant une poche qui avait une tête de pont qu'avaient dessiné les Allemands au cours de leur offensive, le général Guderian, vous connaissez l'histoire, il perce de Sedan vers la mer et il établit des têtes de pont. La principale se trouvait au sud d'Abbeville. Et il se trouve que par suite de malheureuses coïncidences, nous allons lancer contre cette tête de pont, sans résultat, 3 divisions cuirassées, c'est-à-dire plus de 500 chars, près de 400 chars, près de 600 chars, sans aucun résultat. Pourquoi? Il faudrait l'expliquer, c'est un peu un autre sujet. Mais De Gaulle va se battre d'abord à Montcornet, ensuite se battre à Abbeville. Les 2 fois, c'est un échec. Mais De Gaulle s'arrange, car tous les jours, il est en contact téléphonique avec le président Reynaud. Il faut bien voir là qu'il a en tête sa carrière politique. Il veut rester en contact permanent avec Paris. Et ce qui l'intéresse, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il est tout à la bataille. Il y est avec détermination et courage, beaucoup de courage physique. Mais on se rend compte que dans sa tête, il pense plus loin, il pense au coup d'après. Et le coup d'après, il se joue à Paris. Il ne se joue plus sur le front. Sur le front, il est persuadé que ça va être terminé rapidement. Donc, De Gaulle devient homme politique à partir du moment où il s'intéresse aux chars et à partir du moment où la guerre est déclarée, à ce moment-là, il pense au gouvernement. Il pense toujours avec un coup d'avance. C'est ma conviction. Merci. On a parlé des sources, Henri-Christian Giraud. Donc ce livre, vous avez déjà fait un livre sur le sujet, mais celui-là, il est complété de sources, d'archives qui se sont ouvertes. Où avez-vous trouvé les documents nouveaux alors? Bien, ce sont essentiellement des documents soviétiques, d'origine soviétique, mis sur la place publique à partir de 1983 par le régime russe. C'est principalement Gorbatchev et Yeltsin, d'ailleurs, qui ont commencé à ouvrir les archives soviétiques. Et vous vous souvenez d'ailleurs que c'est Yeltsin qui a donné l'exemplaire aux Polonais du décret de Katyn, signé par Staline et tout le Politburo. Où l'on voit que ce sont les Soviétiques qui ont massacré les Polonais. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'officialisation du crime de Katyn par l'Union soviétique que l'on avait jusque-là attribué aux Allemands. Donc c'est mon livre. Alors oui, c'est plus un De Gaulle militaire, c'est un De Gaulle politique. Et vous disiez tout à l'heure que c'était un livre critique. Oui, ça l'est, parce qu'en effet, c'est un peu iconoclaste. Je dévoile une alliance secrète entre De Gaulle et Staline. Alors, j'ai conscience de m'attaquer à certains tabous, en effet, en faisant ça, moyennant quoi, il est vrai que De Gaulle a entretenu des relations directes avec le Kremlin tout au long de la guerre. Et la diplomatie gaulo-soviétique, c'est ainsi que je l'appelle, est un peu une fusée à 3 étages. Le premier étage, ce sont d'abord des relations officieuses. On le sait par Gaston Palevski, donc je n'invente rien évidemment, qui était directeur de cabinet de Gaulle à Londres à cette époque-là. Et ces relations officieuses commencent dès novembre 40 et vont jusqu'à juin 1941. À partir de juin 1941, l'opération Barbarossa, ce sont des relations officielles entre la France libre et le Kremlin. Et à partir du 25 juillet 1941, De Gaulle, alors se trouvant dans les États du Levant, entre en relation avec Serge Vinogradov, ambassadeur soviétique à Ankara, pour proposer à Staline des relations directes. Quand on propose des relations directes à Staline,
le révolutionnaire Staline, ce sont évidemment des relations par les services secrets. Et ce qu'il y a de nouveau dans cet ouvrage, et c'est pour ça que je l'ai réécrit, refondu à peu près complètement, c'est que ces relations directes, pour établir ces relations directes, Staline envoie comme interlocuteur à De Gaulle un colonel du NKVD, Ivan Avalov. Ivan Avalov, de son vrai nom, Ivan Agayans, ce sera le futur général Ivan Agayans, patron du service, patron et fondateur du service de désinformation du KGB. Bon. Donc si Staline envoie comme interlocuteur, alors qu'il a déjà des interlocuteurs diplomates, Bogomolov, Vinogradov, Maïski, etc., sont des noms peut-être qui vous disent rien, mais ce sont les diplomates soviétiques qui sont en relation avec De Gaulle à Londres, avec le siège de la France libre. Mais pour que Staline envoie un colonel du NKVD, c'est que l'enjeu est très important. Et cet enjeu, on en parle assez peu dans cette affaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un enjeu majeur pour Staline. Il y a dans ce conflit mondial une guerre dans la guerre. Et cette guerre, c'est l'ouverture du second front. Car Staline voit arriver la Wehrmacht sur Moscou, et immédiatement, il demande aux Alliés, et notamment aux Anglais, parce que les Américains ne sont pas encore dans la guerre à cette époque-là, il demande aux Alliés l'ouverture d'un second front. Mais ce second front, Staline le demande le plus à l'ouest possible, dans le nord de la France. Dès le juillet 1941, Staline demande aux Alliés l'ouverture d'un second front le plus à l'ouest possible, il spécifie bien, dans le nord de la France. Pourquoi? Parce que Staline, en bon révolutionnaire, sait que de toute façon la guerre, les Américains vont rentrer dans la guerre est d'ores et déjà gagnée, ça prendra le temps qu'il faudra, mais Staline raisonne en idéologue, et l'idéologue c'est la révolution prolétarienne mondiale. Donc c'est mettre la main sur toute l'Europe et la convertir au communisme. Donc il veut, évidemment, l'ouverture d'un second front pour que l'Union soviétique ne soit pas seule à prendre l'impact, le choc de la Wehrmacht, mais il veut que ce second front soit le plus loin possible pour lui laisser le temps, lui, d'arriver le premier à Berlin et de mettre la main sur l'Europe orientale, ce qu'il fera nécessairement, inévitablement, par la suite. Voilà. Et il se trouve que Staline pose comme deux conditions pour reconnaître la France libre. Première condition, c'est une condition de politique intérieure, c'est la réintroduction du Parti communiste français, dont je vous rappelle qu'il avait été dissous par Daladier pour cause de sabotage, de défaitisme, etc., en 1939, et ça sera la ligne politique Jean Moulin contre la ligne Brossolette. En deux mots, Jean Moulin, ça sera la création du CNR, on réintroduit tous les vieux partis, et grâce à ça, on réintroduit le Parti communiste sur la scène nationale via la résistance. Et ça donnera plus tard les 2 puis les 5 ministres communistes nommés par De Gaulle au sein de l'appareil d'État. Donc De Gaulle va quand même faire entrer 5 ministres communistes dans l'appareil d'État. Bon, ça c'est la première condition. La seconde condition, c'est l'ouverture du second front à l'ouest, et Staline va demander à De Gaulle de peser auprès des Alliés pour l'ouverture de ce second front à l'ouest. Et c'est ce que va faire De Gaulle à plusieurs reprises. Il voit Marshall, il voit Churchill. Or, il y a une opposition de fait à cette stratégie. C'est l'opposition de Churchill et l'opposition du général Giraud. Il se trouve que le général Giraud est mon grand-père. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette affaire, qui, eux, visent une offensive balkanique ou une offensive danubienne. C'est-à-dire à partir de l'Italie, je suis un peu long peut-être, mais il faut bien expliquer, à partir de l'Italie reconquise, foncer sur la vallée du Danube, arriver à Vienne, clé de Berlin, et empêcher ainsi Staline
de mettre la main sur tout l'Empire, sur toute l'Europe centrale. Bon. Et Staline va obliger De Gaulle à évincer Giraud, et qui est lui partisan de cette offensive danubienne, ce que va faire d'ailleurs De Gaulle. Donc voilà en gros Oui. alors c'est critique évidemment parce que c'est une affaire dont on ne parle pas, hein, pour cause, parce que accoler le nom de Staline à côté de celui de De Gaulle, compte tenu du caractère sulfureux, la connotation sulfureuse de Staline, ce n'est pas bon pour je dirais, la déification de De Gaulle à laquelle on assiste actuellement. Voilà. Ouais, votre livre, Henri Christian, oui, je vous présente la parole, aurait pu s'appeler De Gaulle et les Soviétiques. Vous avez dit De Gaulle et les communistes parce qu'avec une forte implication concernant notre politique intérieure au-delà de la guerre elle-même. Oui, et puis il y aura la suite. Il y aura la suite, et De Gaulle va quand même à Moscou signer en décembre 1944 le pacte franco-soviétique. Hein. Bon, et ce pacte franco-soviétique risque de nous entraîner assez loin, mais là, je n'en parle pas parce que ce sera l'objet du second volet. Et de toute façon, vous avez déjà évoqué ces histoires dans Baden-Baden. Hein, on comprend mai 68, De Gaulle qui part chez Massu et l'influence de l'Union soviétique pour casser les reins du mouvement de mai 68. Oui, ce que j'ai essayé de dévoiler, mais ça c'est grâce aux archives soviétiques, hein, je n'y suis pas pour rien. Je suis pour rien. C'est que ces archives soviétiques montrent en effet ces relations très étroites dès le début, dès novembre 40, entre De Gaulle et le Kremlin. Or, dès novembre 40, à cette époque-là, j'attire votre attention, mais nous sommes en pleine période germano-soviétique. Nous sommes en plein pacte germano-soviétique. Donc, alors ce sont des relations secrètes, hein, c'est Gaston Palevski qui prend langue avec Maïski, l'ambassadeur soviétique à Londres, mais sur ordre de De Gaulle, bien sûr. Et là-dessus, je dois dire, entre 40 et 41, je n'ai trouvé aucune archive, ni en France, ni à Moscou, et évidemment, De Gaulle n'en dit pas un mot dans ses mémoires. Gaston Palevski l'a laissé, enfin on a parlé, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, dans ses mémoires posthumes. Vous voulez intervenir ? Oui, Henri Christian Giraud, je voulais vous poser une question. L'éclairage que vous donnez là est tout à fait neuf, en tout cas pour moi. C'est que Staline demande à De Gaulle, aux Alliés, de prononcer, d'ouvrir un second front à l'ouest, en Europe et en France. Or, le second front sera ouvert, mais De Gaulle n'en est pas prévenu. Il ne savait pas quand aurait lieu le débarquement de Normandie, et ce débarquement n'a été ouvert strictement que par les Anglais, les Canadiens et les Américains. Les Français n'y ont pratiquement joué aucun rôle. Donc, en fait, et vous allez me corriger, mais j'ai l'impression que quand De Gaulle va à Moscou pour négocier ce traité, il est terriblement discrédité et défavorisé, car en fait, il n'a joué aucun rôle dans ce souci qu'avait Staline d'ouvrir un second front. Et ça l'a discrédité considérablement, non ? Quel est votre avis ? Oui, ça a discrédité. De toute façon, De Gaulle ne pèse pas au regard de Staline. De Gaulle ne pèse absolument rien. Et dit combien De Gaulle a de divisions. Bon, c'est une dizaine de divisions à tout casser. Il paraît que Staline l'a demandé du pape également. Le pape, combien de divisions ? Bon, pour Staline, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'armée qu'il entretient à l'intérieur de la France. Et cette armée, c'est le Parti communiste. Et on oublie aujourd'hui de ce qu'a été le Parti communiste à cette époque. On sait que ça représentait jusqu'à 25 à 26% du corps électoral, hein, après la guerre. Mais au moment de la guerre, c'est un peu la même chose aussi, parce qu'ils prennent les armes. Bon. Voilà, donc je pense que, en effet, Staline n'a pas de très grande considération pour De Gaulle. Et d'ailleurs, à Yalta, il faudra que ce soit Churchill qui se batte pour obtenir une zone d'occupation en Allemagne, hein, parce que Churchill voit très bien que sinon l'Angleterre va se retrouver seule face à l'Union soviétique qui occupe une partie de l'Europe, et notamment l'Europe orientale, enfin l'Europe centrale. Hein. On a beaucoup dit que De Gaulle avait fait revenir les communistes dans le gouvernement
pour éviter la guerre civile. Oui, je dirais que c'est un peu... oui, c'est vrai, on peut le dire, mais enfin, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu une épuration, que cette épuration a été quand même assez sauvage, et que De Gaulle, dès le début, parle d'épuration, il parle de vengeance. Donc, cette épuration-vengeance, elle légitime l'épuration communiste. Et elle a fait pas mal de dégâts. Alors évidemment, De Gaulle va intervenir, mais il va intervenir comme il pourra. Et il va intervenir en faisant entrer dans l'appareil d'État 2 puis 5 ministres communistes, dont, je le rappelle, Maurice Thorez, qui est quand même déserteur en 1939. Je vais évoquer le nom de Thorez avec vous, puisqu'il est à la une de la plaquette du livre, De Gaulle au secours de Thorez. Ben oui, c'est une fiche électorale. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait venir. Alors il l'a fait venir en échange de la dissolution des milices patriotiques, bien sûr. Hein. Mais il faut se dire que c'est d'abord Staline qui a mis le holà à l'épuration en faisant. Thorez était à l'époque en Union soviétique. Le 19 novembre 1944, Staline fait venir Thorez et lui dit changement de cap, il faut calmer le jeu et il faut coller à De Gaulle. Hein, pourquoi ? Parce que De Gaulle arrive en Union soviétique pour son fameux voyage et que Staline compte bien obtenir de Gaulle la reconnaissance du fameux comité de Lublin qui est le gouvernement polonais communiste. Ce que va faire De Gaulle. Monsieur De Velly, on dit beaucoup que De Gaulle a toujours considéré l'Union soviétique comme un prolongement de la Sainte Russie, ce qui explique son attirance et ses alliances vis-à-vis de la Russie. Quel est votre sentiment là-dessus, sur les rapports entre De Gaulle et Moscou, monsieur De Velly? Je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'éclairage sur les relations, comme Henri-Christian Giraud, sur les relations à travers Maïski, comme vous le disiez, de Gaulle, mais ce que je connais mieux, parce que j'ai lu les auteurs anglais, les gens qui ont écrit des mémoires, Colville, John Colville, Alan Brooke, enfin les grands chefs anglais, et tous dénoncent le fait que De Gaulle était en Angleterre, en exil. Jamais il ne s'est mêlé à la société anglaise, il ne comprenait rien du tout. D'abord, il ne parlait pas la langue, mais il ne comprenait même pas l'humour, il ne comprenait pas la façon ouverte qu'avaient les Anglais à son égard, car les Anglais pensaient que c'était un général et donc il voulait faire la guerre. Or, le général ne voulait pas faire la guerre, il a laissé les Anglais faire la guerre. Et Alan Brooke le dit dans ses souvenirs, si bien que De Gaulle, n'oublions pas, jetons le boulet un peu plus loin, De Gaulle est un homme qui a été élevé dans l'esprit de la revanche avant la guerre de 14. Pour lui, l'ennemi est à l'Est. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Les colonies, ce sont des confettis autour de la France. Ça n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, ça affaiblit l'armée qui va se battre contre des troupes sauvages. Et donc, ça n'accroît pas la qualité de l'armée française. Pour lui, l'ennemi est à l'Est. Et quand il écrit à Staline, et ça je l'ai appris dans les bouquins d'Henri-Christian Giraud, il ne parle pas des anglo-saxons, il parle des thalassothérapies. Pardon, oui. Excusez-moi. L'empire de la mer. C'est-à-dire les puissances de la mer. Et il s'adresse à Staline en disant nous sommes des continentaux. Et on sent très bien dans les relations qu'il a avec les Staline qu'ils sont continentaux. Ils parlent entre gens du même monde. Alors que De Gaulle est très opposé aux anglo-saxons. Et les anglo-saxons sont très opposés à De Gaulle. Je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais je voudrais donner 2 exemples. C'est qu'en 1943, Churchill écrit à Eden en se disant « Je ne sais pas si on a bien fait de conserver De Gaulle, en tout cas, il faudrait peut-être s'en séparer ». Et il donne des détails sur la façon d'y arriver. Et d'autre part, Roosevelt est un homme qui se méfie énormément de Gaulle. Je ne voudrais pas m'étendre sur un sujet sur lequel vous ne m'interrogez pas, mais De Gaulle a fait des fautes énormes concernant les Américains. Je peux l'expliquer en une seconde. Je vous en prie, on est là pour débattre. En particulier, c'est un petit détail de l'histoire qui, pour nous, a l'air d'être rien du tout, qui a eu une importance considérable. De Gaulle s'est cassé le nez à l'opération de Dakar. Et à ce moment-là, à Londres, il y avait des officiers de la France libre qui fêtaient dans les restaurants de Londres leur prochain succès. Roosevelt en a été absolument bouleversé parce qu'il s'est dit, mais si les Français font la foire à Londres
pour annoncer ce qui va se passer, c'est que Vichy est au courant. Donc Roosevelt pensait que les Français libres étaient de connexion avec Vichy et qu'ils avaient provoqué ce fiasco. Et il a demandé à Churchill de ne jamais tenir De Gaulle au courant du moindre débarquement, de la moindre décision stratégique. Ainsi, De Gaulle ne sera-t-il pas prévenu du débarquement à Madagascar contre les Français, du débarquement en Afrique du Nord, il ne le saura pas, et du débarquement en Normandie, où il ne l'apprendra que le 5 juin au soir. Et donc Churchill et Roosevelt sont objectivement les grandes menaces de De Gaulle. Il ne faut pas oublier que les Anglais ont pris la Syrie sur la France. Et que Churchill, à un moment, rêvait de nous prendre l'ensemble de l'Empire. Hein. Absolument, absolument. Et donc donc De Gaulle se battait plus dans son esprit, en tout cas contre les Anglo-Saxons, alors qu'il avait une connivence culturelle profonde avec l'Est et avec Staline. Alors, ça me paraît ressortir des... Juste un mot pour ce qu'on a évoqué Dakar, peut-être que certains ne sont pas au courant. Dakar, c'est une mini-bataille navale qui a opposé... Quelle chose, dites-vous? Dakar. À Dakar, ça a été une attaque navale contre... Le port, la capitale du Sénégal. Oui. Arrêtons-nous une seconde sur Dakar, qui nous éloigne un peu de nos livres. Mais une seconde. Ça se passe quelques semaines après l'armistice. Or, dans l'armistice, la France se retire du combat et doit se battre contre toute offensive extérieure. Donc, si nous laissions les Anglais prendre Dakar, les Allemands auraient considéré que nous rompions l'armistice. Et en se battant à Dakar contre les Anglais, simplement nous défendions les clauses de l'armistice qui, ne nous méprenons pas, n'est pas une capitulation. Ça n'a pas été un effondrement. On a gardé l'Afrique du Nord, on a gardé nos colonies, on a gardé des armées dans les colonies, on a gardé la flotte, on a gardé la flotte marchande, on n'en parle jamais, mais c'est un élément très important d'une puissance mondiale, qui était encore la France. Et donc, en refoulant les Anglais, avec succès, les Français défendaient ces clauses de l'armistice. Est-ce que vous avez le sentiment, on a posé quelques questions si vous le souhaitez, mesdames, messieurs, que, avec la légende qui entoure ensuite le général de Gaulle, son retour, la libération, etc., avec le recul où tout le monde aujourd'hui se réclame du gaullisme, même chez ceux qui ne l'aimaient pas du tout, est-ce qu'il est difficile d'éditer, de parler, d'être critique vis-à-vis de Gaulle aujourd'hui? Écoutez, je vais vous donner une citation que je mets en tête d'un de mes livres, qui est « L'histoire n'est pas de taille à se battre contre les légendes ». Et c'est un mot qui me paraît très profond et très vrai. L'histoire de la guerre, qui n'était pas aussi honteuse qu'on l'a racontée, l'histoire de la guerre a été écrite par le général de Gaulle, qui est un prodigieux écrivain. C'est un écrivain extraordinaire. Et il nous charme par ses livres, qui sont vraiment d'une hauteur, on dirait du Tacite. Enfin, c'est le style latin, c'est magnifique. Mais cette légende ne recouvre pas la réalité des choses. Alors, on ne va pas entrer sur le cœur du sujet, mais enfin, la légende gaulienne a largement façonné l'histoire de France. Et je voudrais simplement finir sur cette observation qui est très rarement faite. C'est que en 1942, en novembre 1942, c'est-à-dire 2 ans après l'effondrement de 1940, l'armée française, reformée par le général Weygand et ensuite avec le général Giraud, attaque en Tunisie et se range du côté des Alliés. Il ne faut pas oublier que si nous regardons objectivement et simplement les faits, on voit que la France est repartie au combat en novembre 1942. Et il ne faut pas attendre 1944. C'est ça la réalité des choses et c'est ce que voient les Anglo-Saxons. Juste un mot pour compléter ce que vient de dire Henri. En effet, dès novembre 1942, il va y avoir la libération de la Tunisie, la libération de la Corse et la libération de l'Italie. Ce sont 3 victoires de Giraud qu'on attribue généralement à De Gaulle. De Gaulle, oui. Donc là, on s'aperçoit quand même que la légende recouvre l'histoire. Et je pense que, et c'est un peu la phrase que je mets en tête de mon livre, c'est une phrase de Kipling qui dit « Il ne faut rien accepter a priori, il faut tout vérifier ». C'est ce que je m'acharne à faire. Mesdames, Messieurs, si vous avez quelques questions, assez rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Madame, allez-y.
Ah ben oui, parce que ça fait... Parce qu'il considère, oui. Ah, mais il le sait dès le départ, vous savez. Oui, oui, ça, Staline, on le connaît dès les grands procès de Moscou. Staline, qui, entre parenthèses, est l'homme politique russe le plus populaire Oui, aujourd'hui. mais hein. dès 1936, 1937, les grands procès de Moscou, tout le monde sait parfaitement, pertinemment qui est Staline hein, et quel est ce régime politique. D'ailleurs, De Gaulle parle dans une lettre à sa mère des vices et des crimes de ce régime. Donc il connaît parfaitement. Mais De Gaulle, et ça là, juste, j'en reviens à ce que disait Henri, et pour vous l'expliquer, c'est que De Gaulle considère l'Union soviétique comme appartenant à la sphère continentale. Voilà. Or, que la Russie soit évidemment continentale, c'est évident. Mais l'Union soviétique est continentale à sa façon. Hein. C'est un projet révolutionnaire mondial. C'est totalement autre chose. Je crois qu'il ne faut pas confondre la Russie et l'Union soviétique. Oui, la question de la dame pour l'enregistrement vidéo était de savoir quelle était la motivation de Gaulle pour se rapprocher de Staline tout au début. Mais non, tu as répondu. Oui, oui, et puis aussi avoir le soutien du Parti communiste. Quelqu'un a une autre question à poser? Il nous reste 5 petites minutes. En parlant de Staline, bon, je rappelais qu'aujourd'hui, Gorbatchev, dont nos médias sont très friands, a 3% d'opinion favorable en Russie, alors que Staline est l'homme politique russe le plus populaire aujourd'hui dans les sondages. Comme oui, quoi, parce qu'on retient de lui le vainqueur de la guerre. Oui, bien sûr. Oui, et comme bien on sûr. parle beaucoup de Churchill, malheureusement l'auteur ne sera pas là pour présenter son livre qui fait plus de 1500 pages, Churchill avait dit à la fin de la guerre, on a tué le mauvais cochon. Oui, On a tué le mauvais cochon. Ça montrait dans quelle estime il avait Staline. Mesdames, Messieurs, on va remercier les deux écrivains qui nous ont fait un travail très, très pointu, très documenté. Et Henri-Christian Giraud, De Gaulle et les communistes, et Henri de Velly, De Gaulle sous le casque, les deux étant aux éditions Perrin. Merci à vous.